Jean Kuete a-t-il payé votre caution pour être candidat du parti Univers à l'élection présidentielle 2018? Évidemment non. À la vérité, c'est moi qui devrais refuser le débat. Je suis président d'un parti qui a 5 députés, 206 conseillers municipaux. À la vérité, c'est moi qui devrais refuser de débattre avec des partis qui n'ont pas d'élus. Parce qu'il faut quand même respecter les efforts des gens dans l'espace politique. Mais moi... Alors Cabral Libye, le reproche en général qui est fait aux autres partis de l'opposition, c'est de très peu, puisque vous êtes là, PCRN aussi surtout, c'est de très peu soutenir vis-à-vis contre les pouvoirs publics, contre le RDPC, contre la justice, ces militants du MRC qui sont devant la justice. À la question que vous me posez, qui est liée au soutien ou pas Non, c'est pas vrai. En ce qui concerne le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, notre position vis-à-vis de cette turbulence, cette turbulence post-électorale a été clairement affirmée lorsque nous formulions nos propositions dans la perspective du grand dialogue national. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il avait été demandé aux partis politiques de formuler des propositions dont non seulement cela est clairement marqué dans le document que nous avons transmis au Premier ministre, et cela peut être trouvé dans nos différentes prises de parole, nous avons demandé au gouvernement camerounais de fermer définitivement la page de l'élection de 2018 en libérant purement et simplement toutes les personnes de quelque parti politique que ce soit qui, dans le cadre des revendications post-électorales, se sont retrouvées en arrestation. Nous l'avons clairement formulé et il nous est difficile de faire mieux que cela. Lorsque nous avons donné notre position, tout ce qui nous reste à espérer maintenant, c'est que les pouvoirs publics accèdent et nous avons, dans la perspective, bien entendu, de lever la tension qu'il y a autour. Parce que ces poursuites judiciaires, hélas, entretiennent ces tensions-là, dont nous l'avons clairement dit. Nous ne pouvons qu'espérer que notre demande, celle du PCRN, soit suivie des faits. La présence du président national du MRC aux côtés des avocats qui assurent la défense de ces militants vous inspire-t-elle un commentaire? Ben absolument pas. Aucun. C'est la cuisine interne d'un parti qui est concurrent, adversaire ou nôtre. Donc, sur la question électorale, parce qu'elle nous concerne aussi, de toute façon, ce n'était pas l'élection d'un parti politique, enfin, c'est le Cameroun entier qui y participait. Maintenant, sur la cuisine interne d'un parti politique, comment ils organisent leur défense. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes là, disposés à accompagner et à soutenir ceux qui nous sollicitent formellement. Si on peut être utile en quoi que ce soit, mais je ne crois pas que jusqu'ici, ils aient eu besoin de nous. Vos pourfendeurs estiment, par contre, que vous êtes plutôt un accompagnateur de ce gouvernement, de ce pouvoir-là, en tant qu'homme politique, dans votre positionnement, dans vos combats, dans vos batailles. D'aucuns estiment d'ailleurs que vous êtes un... J'aime pas beaucoup reprendre la formule, mais je le dis, puisque ça se dit, un opposant des opposants. Mais à partir du moment où vous avez dit que ce sont mes pourfendeurs qui le disent, ça ne s'intéresse pas intéressant de revenir sur ce qu'ils disent. Ce sont des pourfendeurs. Et le rôle d'un pourfendeur, c'est de raconter tout et n'importe quoi. Non, moi je suis sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et là, je m'adresse au peuple camerounais. Je leur dis, soyez vigilants. Je lui dis à ce peuple, il faut être vigilant sur ce point dans les années qui viennent, 2025, ainsi de suite. Parce que justement, vous avez ceux qui sortent, sont dans le système et qui lorgnent le pouvoir, et vous en avez d'autres qui étaient dans le système, qui y ont passé 10, 20, 30 ans, et qui sont sortis, soit parce que le partage ne leur profitait plus, ou ont été énervés tout simplement parce qu'ils sont opportunistes. Bon, bref, chacun a ses raisons. Mais ils ont appartenu à la chaîne de corruption. Donc, si demain, par un système d'illusionnisme, parce qu'ils peuvent toujours... Vous savez, le problème avec des gens qui sortent d'un système, c'est qu'ils vont toujours hausser le ton. Et vous verrez d'ailleurs que beaucoup de mes pourfendeurs, généralement, viennent du système. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont hausser le ton pour distraire généralement le peuple, lui donnant l'impression que par la dureté de ton, par les excès de langage, par des effets d'agitation, ben, ils sont nés de nouveau. Mais en fait, c'est une illusion. C'est une manipulation. Et c'est pour cela qu'il faut tout faire
pour que le prochain dirigeant du Cameroun, je parle bien du président de la République, parce qu'en fait, le reste... Avez-vous donc le sentiment qu'en tant qu'opposant, puisque votre bataille, vous le dites, pour finir avec la corruption, c'est changer le système à partir de la tête, donc du président, avez-vous le sentiment que votre démarche en tant qu'opposant milite pour ce combat? On voit très peu dans les mobilisations, sachant par exemple, et c'est l'inspiration de certains, qu'en Tunisie, en Algérie, en Égypte, au Burkina Faso, c'est la mobilisation à travers la société civile, mais également les partis politiques qui ont entraîné des changements, même si la suite n'a pas forcément été le succès souhaité. Est-ce que, en tant qu'opposant, votre démarche au quotidien est donc de mobiliser, de capitaliser, d'entretenir les Camerounais dans la vision de faire partir ce gouvernement-là? Mais la jeunesse, la mobilisation a participé aux élections, les meetings politiques même, les meetings. Je pense que 2018, c'est encore assez récent quand même. 2020, c'est encore assez récent. Mais depuis, vous êtes entré comme dans une forme d'hibernation. Alors, ça, c'est le regard que certains peuvent poser. Nous disons que même la mobilisation, le meeting, ça doit être une mobilisation de conviction. D'accord. On va prendre le deuxième reportage. Il y a un piège qui est tendu. Il y a des mobilisations que j'appelle des mobilisations spontanées et hasardeuses. Comme lesquelles, par exemple? C'est-à-dire, vous vous levez un matin, et comme je suis dans votre émission là, et vous dites aux gens, retrouvons-nous demain au Carrefour Sorcier, c'est au Carrefour de Yaoundé. Retrouvons-nous demain au Carrefour Sorcier, et nous allons de là marcher, et on va aller jeter Paul Biya au sol. Alors, et vous rentrez, vous commencez à prier Dieu pour que le message que vous avez envoyé à la télé touche donc quelques personnes qui viendront donc là demain. Vous ne savez même pas comment ils viennent, comment ils vont marcher, comment ils s'organisent. Alors, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? C'est que quand vous avez fini d'annoncer, la police vous attend. Et comme de toute façon, ça n'a pas été préparé, vous êtes très vite maîtrisé par la police. Et qu'est-ce qui s'ensuit? C'est que maintenant, vous devez vous battre pour libérer les gens de prison. Vous n'avez même plus la force d'organiser, de faire un autre appel hasardeux. Mais plus grave encore, comme ça a été hasardeux, d'autres ne vous suivront pas la prochaine fois parce qu'ils savent bien que c'est hasardeux. Mais la question de la marche, vous l'oubliez, est aussi intimement liée à la question que nous avons abordée juste avant. Parce que la précarisation générale du peuple camerounais vise aussi une chose, à les faire vivre au quotidien par la débrouillardise. Et croyez-moi, c'est difficile pour quelqu'un qui vit au jour le jour de fermer sa boutique, puisque de toute façon, lui-même et sa famille, ils vivent au jour le jour, d'abandonner son petit business qui fonctionne au jour le jour, en allant donc marcher, prenant le risque de se faire donc arrêter, par exemple, et même de se faire libérer 3 ou 6 mois. Par exemple, que les marches du MRC de ces dernières années, non électorales, sont des marches, des appels aux marches à la marche hasardeuse? Non, écoutez, moi je vous parle, je vous fais une analyse. D'accord. Honnêtement, je m'intéresse peu aux activités du parti dont vous donnez le nom. Vraiment, c'est un parti que je respecte. Leur leader était candidat à l'élection présidentielle, ils font ce qu'ils veulent. Moi, vous m'avez posé une question et je vous réponds. Monsieur Dipita Tongo, le jour où vous m'entendrez parler de marche, vous verrez. D'accord. Moi, je suis quelqu'un qui on va prendre le deuxième reportage, vous me permettrez, Cabral Libby. Pourquoi, généralement, ce que je fais, sans vouloir me jeter des fleurs, ça marche? Parce que je prends le temps de réfléchir. D'accord. Je prends le temps de programmer, je prends le temps de préparer et de former les gens. Je vous dis encore, par exemple, là, sur cette question de vie chère, je vous le dis. On y arrive. Le temps de prendre le reportage. Là-dessus, nous travaillons donc déjà sur des marches qui ne seront pas des marches du PCRN. Dans le timing, nous réfléchissons déjà au niveau de l'UPC, l'Union pour le changement, en lien avec les organisations de consommateurs. C'est des choses qui se préparent. Et dans le timing, c'est l'heure du deuxième reportage. Permettez qu'on le prenne et on revient sur la vie chère. Je vous dis simplement que ne tombez plus dans le piège de la surenchère verbale. Et c'est même une moquerie pour les Camerounais. Parce qu'à la vérité... Surenchère verbale, à l'exemple de ces marches... Non, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, pour faire l'intéressant et donner l'impression qu'ils sont courageux, opposants, ils veulent en découdre avec Paul Biya, il faut qu'ils viennent à la télé, tenir le propos haut. Mais ils oublient que justement, celui à l'encontre de qui ils tiennent ce propos, c'est lui qui a créé justement des médias où on va bavarder. En fait, ce sont des parloirs et des exutoires. Non, apprenons à nous préparer et à préparer les Camerounais à la vraie opposition. C'est ce que le PCRN fait. À 19h37, au sein de l'Assemblée nationale et en dehors, pour contraindre le gouvernement à prendre des mesures pour ramener la vie à un niveau acceptable. Mais je viens de vous donner là maintenant une information
qui n'est pas encore rendu public, je l'ai rendu public. Et autant d'ailleurs vous dire que l'initiative n'est même pas de moi. Hein. D'accord. Quand je dis de moi, l'initiative n'est même pas du PCRN, au sein du groupe des 16. Donc vous verrez cela se mettre en place. Si le gouvernement ne réagit pas. Donc les consultations ont commencé entre nous. Parce que nous ne voulons pas en faire une affaire politique, partisane, pour que chacun commence à se bomber le torse en disant c'est moi qui défends le mieux le peuple. Non. Donc la réflexion qui est menée, elle est celle-là. Je vous rappelle que... Et ce sera quoi le moyen de pression? Je vais vous rappeler que communautarisme, ce n'est pas communauté. Les communautés. La communauté, ce n'est pas l'ethnie. Vous savez, il y a un universitaire, hein, M. Paul Abouna, qui a publié en 2011 un ouvrage intitulé Introduction à l'ethnocratie, le pouvoir de l'ethnie. Lui, il propose même qu'on institutionnalise et qu'on constitutionnalise l'ethnie. Et nous disons dans l'ouvrage que non. L'ethnie, c'est réducteur. C'est la communauté qu'il faut constitutionnaliser et institutionnaliser parce qu'elle est inclusive. Quand vous dites Bamileke, est-ce que Bamileke est une langue? C'est une communauté. Quand vous dites Beti, est-ce que Bamileke n'est ni une ethnie ni une langue? Beti n'est ni une ethnie ni une langue. Sawa, tiens, vous êtes Sawa. Sawa ne désigne pas une ethnie. Il n'y a pas d'ethnie Sawa au Cameroun. Il y a plusieurs ethnies et d'ailleurs plusieurs langues qui sont là-dedans. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi l'ethnie même a priori fait si peur. Parce que je rappelle qu'il y a des villes au Cameroun qui portent le nom des ethnies. Douala où nous nous trouvons, c'est le nom d'une ethnie. Bafia, c'est le nom d'une ethnie. Bafang, c'est le nom d'une ethnie. Donc je ne sais même pas pourquoi on dessine tout le temps le diable là où il n'existe pas. Le Cameroun a un besoin d'intégration, d'une politique d'intégration qui va fédérer ces entités anthropologiques et sociologiques. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ce pays-ci va décoller. Mais justement, parce que malheureusement, le colon, l'impérialiste, s'est rendu compte que s'il l'avait fait, il aurait fixé le Cameroun sur ses racines et ce pays aurait été incontrôlable. Mais justement, Cabral Libi, dans notre environnement marqué par la tribalité, tribalisme, je veux dire ce relent de regroupement autour de l'ethnie qui suscite souvent des conflits au risque d'ailleurs des tensions au-delà de l'ethnie, entre communautés, ce quotidien que les Camerounais vivent un peu dans la haine qui flirte avec l'ethnie. Est-ce que parler du fédéralisme communautaire, est-ce que mettre en avant la communauté dans une stratégie politique n'est pas un risque de déstabilisation? Mais non, c'est l'antidote, c'est le remède. Pendant que vous dites que les gens se divisent, nous on propose de les fédérer. Donc on ne peut pas nous reprocher de vouloir exacerber. Le verbe fédérer c'est quoi? C'est mettre ensemble. Mais le pays que vous décrivez, justement, M. Dipita Tonga, ce n'est pas un pays dirigé par Cabral Libi. Ce n'est pas un pays gouverné sous le prisme du fédéralisme communautaire. C'est un pays qui est gouverné par la division, divisé pour mieux régner, où on apprend plutôt aux gens à se détester, à se stigmatiser. Le Bassa est sorcier, le Bamileke aime l'argent, les tonnes mangent le savon, le Beti aime la boisson. Voilà les stigmates. Est-ce qu'il y a même une matière à l'école au Cameroun intitulée Apprentissage des communautés et des ethnies du Cameroun, pour que nous apprenions à nous connaître? C'est que la question soit encore aussi marquée. N'avez-vous pas le sentiment que vous n'avez pas suffisamment fait donc pour faire comprendre l'enjeu à ceux-là qui... Non, mais c'est pour ça que je ne peux que vous remercier de me donner la possibilité d'en parler. Vous savez, M. Dipita Tonga, ce pays décollera le jour où l'État sera le réceptacle de ce que chacune de ces communautés pourra apporter, selon ses singularités, sa spécificité, sa culture, ses traditions, au développement commun. D'accord. C'est ça la clé. Ces invités ont évoqué cette question qui est revenue, proposée d'ailleurs par Jean Crépin-Niamsi. Il a suggéré un débat entre deux leaders de l'opposition camerounaise, vous et Maurice Kamto, qui êtes quand même ceux-là qui, après l'élection de 2018, sont arrivés après le président Biya. Et la question était donc en débat ce midi, mais entre autres sujets, entre autres éléments avancés de réponse, l'un des invités du MRC sur le plateau a dit ce que je vous suggère de regarder. Je n'ai pas pour habitude d'être aussi violent, mais j'ai envie de dire, si vous voulez ainsi, nous savons très bien le petit jeu que Cabral a fait pour obtenir sa caution. Aujourd'hui, on va le dire.
vous avez voulu vous livrer à cet exercice, ce n'était pas ce pourquoi je venais ici. Nous savons qui a payé la caution de M. Cabral Libi. Qui a payé la caution de Le M. Cabral? secrétaire général du RDPC. Mais est-ce qu'on a les preuves, monsieur Wabo? Prenez votre mal en patience. Et nous savons qui était l'intermédiaire. C'est votre ami avocat, Maître Christian Timban, dont j'ai une information, je peux la prouver à tout moment. D'accord? Cabral Libi, Jean Kuete a-t-il payé votre caution pour être candidat du parti Univers à l'élection présidentielle de 2018? Évidemment, non. C'est évident. C'est encore l'occasion pour moi de saluer le peuple camerounais. Je sais que j'ai réussi en 2018 une chose historique. Solliciter les Camerounais pour qu'ils m'aident à payer la caution. Je sais que personne d'autre ne l'a fait avant et qu'il est difficile pour les autres de le faire, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas le niveau de popularité qui leur permet de solliciter le peuple. La deuxième, c'est qu'ils ont passé le temps à mentir. Vous savez, on a construit un système au Cameroun où on a fait croire aux gens que pour faire la politique de haut niveau, il faut d'abord être riche, il faut d'abord avoir je ne sais trop quoi. Et beaucoup ont construit le mythe de la richesse, de la fortune et tout. Et ils n'ont pas l'humilité. Mais nous, on pense que si on doit être voté, on doit être porté par le peuple, ben nous, on n'a aucune honte à solliciter ce peuple. Et je remercie encore le peuple camerounais. Parce que il y a quand même un précédent, hein, je ne suis pas le premier à l'avoir fait au Cameroun. La première fois qu'une levée de fonds populaire a été faite au Cameroun pour un homme politique, ça date exactement de 1952. Là, vous parlez pour l'élection, parce qu'on a vu des levées de fonds populaires qui n'étaient pas forcément pour soutenir un candidat, mais pour d'autres. En tout cas, des levées de fonds qui ont connu le retentissement qui a été... qu'a connu vous savez qu'il y a eu une levée de nôtre. fonds récente pour la lutte contre le Covid, par exemple. Oui, mais ça c'est autre chose. D'accord. Je vous parle de politique. Ok. Je vous parle de politique. Donc, il y a Ruben Oumiobe qui avait bénéficié d'une telle levée de fonds en 1952 pour son premier voyage à l'ONU. Je l'ai d'ailleurs découvert dans un ouvrage de M. Eno Meyomese. Du coup, la comparaison est faite. C'est le peuple. Maintenant, je peux comprendre que cette prouesse politique suscite des jalousies, des haines. Le monsieur dont vous Max Wabo, parlez... du MRC. Comment? Max Wabo. Du MRC. Wabo. Exact. Ah oui, j'ai d'ailleurs appris qu'il y avait aussi un Tchapi qui a dit la même chose ailleurs. Donc, vous avez vu la haine qui transpire de son visage. C'est incroyable. Ça pue la jalousie, ça pue la haine. C'est pas normal. Vous avez rappelé comment, monsieur? Max Wabo, celui qui était l'invité de Lila Reine. J'ai envie de lui dire, non, apprenez. Si vous avez envie de faire la même chose. Parce que je me souviens que leur candidat a essayé aussi. Après moi d'ailleurs, en 2000, il n'a jamais communiqué sur ce qu'il a reçu. Il n'a rien reçu, évidemment. Il faut être populaire pour le faire. Donc, je peux comprendre qu'il y ait de la jalousie. Je ne serais pas étonné qu'il fasse partie du lot de pourfendeurs dont vous parliez tout à l'heure en début d'émission, ceux qui passent le temps à inventer des sottises à l'égard de ceux qui font mieux qu'eux. Non. La politique, c'est une compétition, c'est une concurrence. Nous proposons des choses au peuple et c'est le peuple qui sanctionne. C'est le peuple qui décide. Donc, moi, je continue à dire que nous étions 9 adversaires au match de 2018. Je ne sais pas combien nous serons au match de 2025, mais nous sommes déjà au moins 2 de ceux qui étaient en 2018 à avoir déclaré leur candidature. Et il me semble d'ailleurs que c'est ce qui a inspiré M. Jean Crépin-Niamsi, qui a dit, bon, ben, s'il y en a déjà 2 qui ont déclaré leur candidature, il faut déjà commencer à les confronter pour qu'on sache ce que chacun propose. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas pourquoi il n'y a encore aucun média qui n'ait contacté M. Niamsi, parce qu'il a dit que lui, il est prêt à financer à hauteur de 5 millions. M. Niamsi, pour l'instant, il me semble, hein, je ne suis pas dans son, mais pour l'instant, j'observe qu'il communique sur les acteurs politiques. Peut-être que le moment venu, il communiquera sur les médias qui sont prêts à... Non, mais vous ne voulez pas les 5 millions? Je laisse M. Niamsi communiquer... Non, il me souvient que sa publication demandait aux médias qu'il était prêt. Attendez, j'inverse la question. Enfin, c'est vous qui posez des questions. C'est-à-dire, il a dit les médias qui voulaient organiser ce débat allaient recevoir de lui 5 millions. Alors la question que moi je vous pose, est-ce que vous, à STV... Vous inversez les rôles. Non. Est-ce que vous, à STV, vous seriez prêt à organiser ce débat? Cabral Libi, c'est une initiative de Jean Crépin-Niamsi. Oui, mais c'est une perche qu'il tend aux médias.
Est-ce que votre média saisira cette perche? Je voulais pas le... Il est clair qu'on a discuté avec Jean Crépegna. Donc vous pourriez le faire. Ils sont partants. C'est clair, mais moi aussi. Donc je crois qu'il n'y a que le... STV est partant pour ce genre de médias. Ben voilà, ce genre de débat. Ce genre de débat, le candidat du PCRN est partant. D'accord. Donc maintenant, posez la question à l'autre candidat. Maintenant, plutôt que... j'ai vu son vice-président, son responsable de la communication, ses conseillers historiques, tous faire des sorties m'insultant, me m'accablant, me peignant dans toutes les couleurs sombres du monde. Monsieur Dipita Tongo. Justement, la question de l'opportunité. Comme je dis toujours, c'est Dieu qui fait grâce. Pour ceux que vous citez, l'argument qu'ils ont, c'est initier un tel débat en cette période, c'est donner des arguments au pouvoir, le moment venu, pour dire, écoutez, voilà donc les opposants qui s'étripent, qui n'ont pas forcément la même vision. C'est de la divination de médiocrité, ça. Ça ne veut strictement rien dire. On n'invente pas la roue au Cameroun. Vous savez, à la vérité, c'est moi qui devrais refuser le débat. Je suis président d'un parti qui a 5 députés, 206 conseillers municipaux. À la vérité, c'est moi qui devrais refuser de débattre avec des partis qui n'ont pas d'élus. Parce qu'il faut quand même respecter les efforts des gens dans l'espace politique. Mais moi, dans mon humilité d'ailleurs qui tire sa source de l'envie permanente de communiquer à mon peuple ma vision, mais aussi de la croiser avec d'autres visions. Donc la réponse à un débat, ce n'est pas l'insulte. Puisque de toute façon, nous étions adversaires en 2018, et s'il n'y a pas d'alliance entre nous entre-temps, nous serons probablement adversaires en 2025. Parce que les adversités ne sont pas éternelles. Et on a vu ailleurs des hommes politiques trouver des points de convergence, signer des alliances. Pour l'heure, nous sommes adversaires. Et sur ce que M. Nyamsi a demandé, il n'invente pas la roue. Je crois que ça se fait. Je crois que, pour prendre le cas français par exemple, M. Jean-Luc Mélenchon et Mme Marine Le Pen font des débats tous les jours pour confronter leur vision. Parce que, monsieur, je vous ai dit tout à l'heure, M. Dipita Tongo, je sors de cette question qui est d'ailleurs périphérique. Je vous dis encore que c'est très important. Vous savez, quand on va à une élection présidentielle, il y a 2 choses qu'on vend. On vend l'objet et on vend le sujet. D'accord. Le sujet, c'est l'homme. Encore un reportage. Non, attendez, rapidement. Le sujet, c'est l'homme, la personne. Il y a des gens qui peuvent s'arrêter sur la personne. Mais beaucoup de gens s'intéressent à l'objet que vend la personne. Et il faut qu'on sorte de la politique des ragots, des balivernes, où on donne les bons points et les mauvais points, selon qu'on a la capacité ou pas de polluer l'espace public. Non, allons sur des offres politiques. Et le premier d'ailleurs, et le premier qui devrait le faire. Comment envisagez-vous donc, dans ce débat divergent entre opposants, non, pas seulement entre opposants, je ne suis plus dans... Comment envisagez-vous donc une forme de coalition, une forme d'union, une forme de candidature qui pourrait être unique contre un système, un régime conduit par le président Biya éventuellement? On vous voit par exemple sur la question du code électoral, mais on comprend très peu qu'en même temps, il y a des rivalités, tout au moins ça s'exprime à travers vos militants, cette bataille sur les réseaux sociaux et autres. Comment est-ce qu'on peut... Le code électoral n'est pas un projet de société. D'accord. Attendez, c'est comme si vous alliez... Là, on va à la Coupe du Monde, non? Exact. Les règles du jeu, c'est la FIFA. Exact. Maintenant, on verra ce que chaque équipe apportera pour gagner la Coupe du Monde. Clair. Donc, généralement, les équipes se retrouvent pour se concerter sur les règles du jeu. Donc, ce que nous faisons sur le code électoral, c'est du banal, ça. C'est-à-dire, on travaille... On s'accorde sur les règles du jeu et maintenant on va au combat. L'opposition est-elle en capacité de faire un candidat unique contre la candidature éventuelle? Monsieur Dipita Tongo, dans quel pays au monde, depuis que Dieu a créé ce monde, vous avez vu dans un pays, à une élection présidentielle, un candidat unique de l'opposition? Attendez, on va prendre le reportage sur... J'espère que vous m'avez saisi. Non, il y a parfois des coalitions après le premier tour. D'accord. Mais il y aura toujours des gens... En revanche, ce qui peut se faire, c'est ce qui s'est fait en 92, c'est-à-dire qu'un certain nombre de partis se mettent ensemble autour d'un projet. Mais ça ne ferait pas du candidat qui en sortirait le candidat unique de toute l'opposition. Je me demande pourquoi STV aime bien vous prendre. Je voudrais simplement répondre qu'au regard de l'actualité, nous aimerons prendre au quotidien, si possible, tous les leaders politiques. C'est notre choix. Malheureusement, certains ne répondent pas à nos invitations. Et sincèrement, je voudrais doublement vous remercier. Ah, ça ne m'étonne pas. Donc l'affaire du débat a commencé avec vous. Je voudrais sincèrement vous remercier d'être toujours disponible et de répondre. Et c'est regrettable, M. Dipita Tongo. Parce que tous ces gens, vous savez qu'ils imitent.